Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre sur la chaîne qui rassemble. Voici les titres de votre édition. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé hier vendredi la rentrée solennelle 2018-2019 en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le thème choisi cette année, c'est quel environnement social de qualité moteur du développement économique de la Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara, elle a procédé récemment à l'inauguration du bureau Afrique de l'Ouest et centrale de HEC Paris. Pour la première dame, ce bureau à Abidjan est une opportunité exceptionnelle pour le pays. À partir de la Côte d'Ivoire, HEC ambitionne de drainer les talents du Burkina Faso au Cameroun en passant par le Nigeria et le Sénégal. L'ancien président de l'Assemblée nationale de RD Congo, Vital Kamerhe, a annoncé hier se désister de la course à l'élection présidentielle du 23 décembre pour former un ticket avec un autre poids lourd de l'opposition, Félix Tshisekedi. La campagne débutée le 22 novembre doit prendre fin le 21 décembre à minuit. Bonjour et bienvenue. C'est officiel, la Côte d'Ivoire présidera le Conseil de sécurité de l'ONU du 1er au 31 décembre prochain. Quels sont les enjeux et le calendrier de cette présidence? Il faut noter que 2 débats de haut niveau sont prévus pour le mois de décembre et 3 projets de résolution seront débattus au Conseil de sécurité. À cela, il faut ajouter la dimension culturelle qui sera la particularité de la Côte d'Ivoire. C'est Marcela Montano, le ministre des Affaires étrangères, qui a fait ces précisions hier à la presse nationale et internationale. Michel Digré y était pour RTI. Admise en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2018-2019, la Côte d'Ivoire présidera cet organe tout au long du mois de décembre et cette présidence sera fondée sur un principe. Promouvoir la paix par le dialogue. C'est l'héritage d'Houphouët-Boigny, le père de la nation, qui essaye de fructifier son disciple, Alassane Ouattara. Conformément aux priorités du mandat ivoirien, cette présidence sera axée sur le partage d'expériences, notamment en matière d'opérations de maintien de la paix, ainsi que sur la problématique de la stabilité et du développement économique. À cet effet, 2 débats de haut niveau seront organisés. Un débat de haut niveau présidentiel le 5 décembre et un débat de haut niveau ministériel le 6 décembre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 5 décembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies sera présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette présidence, nous avons proposé donc ce débat de haut niveau présidentiel sur le thème suivant, c'est la reconstruction post-crise, stabilité, paix, sécurité. Voilà un peu pour le programme du débat de haut niveau présidentiel qui sera suivi le lendemain, le 6 décembre, par un débat de haut niveau ministériel que j'aurai l'honneur de présider. Pendant cette présidence ivoirienne, plusieurs projets de résolution seront examinés. Nous allons essayer de faire adopter 2 résolutions. La première résolution est une résolution de Action for Peace, qui est la grande réforme initiée par le secrétaire général des Nations Unies. Action pour la paix. Et la Côte d'Ivoire va co-parrainer ce projet de résolution avec le Pays-Bas, en sachant que Action for Peace est soutenu par 10 pays, dont la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas, il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a le Bangladesh, etc. Et le secrétaire général a souhaité qu'une résolution vienne matérialiser le soutien du Conseil de sécurité à sa réforme. Donc ça sera la première résolution qui sera proposée et adoptée sous la présidence du président Alassane Ouattara. La deuxième résolution concerne l'état de droit et les opérations de maintien de la paix. Vous savez que les opérations de maintien de la paix sont tenues de respecter des critères de gouvernance, des critères d'état de droit, des critères de droits de l'homme, etc. Et la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas vont co-parrainer donc cette deuxième résolution sur état de droit et opération de maintien de la paix des Nations Unies. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire, qui souhaite marquer son passage à la présidence du Conseil de sécurité, entend
y ajouter une dimension culturelle à travers l'organisation d'activités mettant en valeur la richesse du patrimoine national. À cet égard, elle a prévu des prestations de groupes artistiques ivoiriens au niveau des arts de la scène ainsi que des séances de découverte de l'art culinaire ivoirien. Il est également prévu un vernissage sur l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Ce volet permettra, à travers des images inédites, de revisiter les grands moments des activités de l'ONUCI qui ont contribué à faire de cette mission une success story. Hier vendredi, c'était aussi la rentrée solennelle 2018-2019 des établissements de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. Rentrée organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Quel environnement social de qualité, moteur du développement économique de la Côte d'Ivoire? Et voilà le thème choisi cette année, une occasion pour le chef du gouvernement d'appeler à la responsabilité et à l'engagement des acteurs de la communauté universitaire en faveur d'un climat social apaisé. Le reportage d'Herman Guivet. Une rentrée solennelle 2018-2019, organisée pour tous les établissements de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Occasion de faire le bilan et d'ouvrir les perspectives sur les projets des institutions académiques qui y prennent part, mieux de décliner la vision et la réforme complémentaire pour corriger les dysfonctionnements du système. Nous allons entreprendre la rationalisation des bourses. La rationalisation va nous permettre de savoir à qui l'État de Côte d'Ivoire attribue les bourses, notamment les bourses étrangères. Créer des résidences universitaires dédiées aux jeunes filles. Le gouvernement a engagé la réhabilitation d'un certain nombre de cités. Il s'agit d'Abobo 1, Abobo 2, Williamsville 220, Vridi et de Port-Bouet 3. Et les autres cités d'Abidjan devront suivre sans délai. Il s'agit également d'ouvrir les restaurants de l'université Péléforo Gon Coulibaly, de Korogo et de l'université de Mans. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu des mots d'encouragement pour les acteurs du système de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne les efforts fournis et ceux à venir, annonçant également certaines actions concrètes qui seront posées par le gouvernement. La réhabilitation et le rééquipement des universités publiques existantes. L'extension des universités Péléforo Gon Coulibaly à Korogo et Jean Lorgnon Guédé à Daloa. La construction de nouvelles universités publiques. Celle de Ban est déjà ouverte et nous allons le 29 novembre prochain poser la première pierre de l'université de San Pedro. L'objectif est au moins que l'ensemble des districts de notre pays puissent avoir, pour chaque district, une université publique. Le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour améliorer l'environnement académique et social des universités et des grandes écoles. Mais il est également conscient qu'il reste encore beaucoup à faire. Cela n'est possible que dans un climat social apaisé. Pour y parvenir, j'appelle à la responsabilité et à l'engagement de tous les acteurs de la communauté universitaire à contribuer à la construction d'un environnement favorable à l'accomplissement de leur mission. Le Premier ministre a également eu des mots particuliers pour les étudiants. Lorsqu'on a une volonté clairement affichée de créer les conditions de vie meilleures pour les étudiants avec la construction et la réhabilitation des cités universitaires, qu'est-ce qu'il reste encore si ce n'est que décider de travailler? Dans notre pays, et je suis obligé de le dire, certains pensent, ont pensé ou pensent encore. Et ce n'est pas cela que vous devez regarder, chères étudiantes et chers étudiants. Que l'on peut par des raccourcis, sans travail, sans effort, réussir et devenir riche. Ce n'est pas possible. La voie pour être reconnu comme étant compétent et forcer le respect des autres dans la société, qui reconnaîtront que vous avez le droit d'exercer telle ou telle fonction. Cette voie, c'est le travail, c'est le mérite, c'est l'excellence. Pays invité à cette rentrée solennelle, le Burkina Faso. Le système de l'enseignement supérieur comprend 303 établissements.
L'effectif étudiant est estimé à 234 752 en 2017-2018 contre 203 50-55 en 2015-2016, soit un taux d'accroissement de 15,33% sur les 2 dernières années académiques. HEC Paris ouvre ses portes à Abidjan. La métropole ivoirienne abrite ainsi le bureau Afrique de l'Ouest et centrale de la prestigieuse école française. L'établissement est officiellement ouvert depuis hier vendredi. Il a été inauguré en présence de la première dame Dominique Ouattara. À travers ce bureau, HEC Paris veut être un acteur de la formation des futurs managers africains et contribuer au développement des compétences de ses chefs d'entreprise. Suivons le reportage de Jean-Luc Bongbo. Ce bureau régional Afrique de l'Ouest et central de HEC Paris, qui ouvre dans les locaux de la Maison de l'entreprise au Plateau, a pour objectif de former chaque année une centaine de cadres au métier de la finance et de la stratégie d'entreprise. Nos promotions rassemblent des cadres supérieurs et dirigeants provenant des plus grosses entreprises de la sous-région et également des PME. Ces cadres profiteront d'une montée en compétences et pourront se spécialiser en management, en finance, en business développement, en innovation et en entrepreneuriat. L'école ambitionne en outre former 5000 cadres de l'administration ivoirienne d'ici 2020. Une offre qui s'inscrit pour HEC Paris dans le cadre de sa mission éducative tournée vers l'international. HEC Paris est une business school qui est depuis plusieurs années une référence en France, en Europe, et dont l'ambition aujourd'hui est de devenir une des premières business schools dans le monde et dans tous les continents, y compris l'Afrique. Notre mission à HEC est d'accompagner la transformation des entreprises dans le monde économique d'aujourd'hui et de leur donner les moyens de leur développement. Pour l'inauguration de son bureau régional, la célèbre Business School française a réuni un parterre de personnalités ivoiriennes et internationales avec, à leur tête, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. L'Afrique a un besoin urgent de développer son réseau de décideurs en vue de sa croissance sociale et économique. C'est pourquoi je me réjouis de l'ouverture de ce bureau qui contribuera à faciliter l'accès à un enseignement de qualité pour nos jeunes. Les défis sont certes nombreux, mais notre jeunesse a su prouver qu'elle était prête à relever les challenges de leadership, de compétitivité et de management qui se présenteront à elle. Le pont qui, depuis 2 ans, se crée entre nos compétences locales et le réseau de formation HEC Paris est une opportunité exceptionnelle pour notre pays. Il sera ainsi possible aux hommes et aux femmes de notre région de trouver des solutions pertinentes pour la croissance et le développement de nos sociétés dans un environnement mondial de plus en plus compétitif. Par ailleurs, l'excellence de l'enseignement que nos jeunes recevront leur permettra d'atteindre les objectifs de qualité que nous attendons d'eux. L'offre pédagogique est constituée de 2 executive certificates, le management d'une unité stratégique et la finance, mais également des programmes courts sur des thématiques managériales adaptées aux dirigeants africains. La première promotion de participants débutera sa formation en janvier 2019. Et à côté de l'éducation, la santé des populations est aussi une priorité pour la première dame. Après la cérémonie d'inauguration de HEC Paris, Dominique Ouattara s'est rendue dans la commune d'Atekoubé pour procéder au lancement de la campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde des enfants de 3 à 15 ans. La campagne est organisée par la fondation Children of Africa, dont elle est la présidente, une fondation qui à terme veut vacciner 10 000 enfants dans le district d'Abidjan. On en sait plus avec Viviane Haïm. C'est parti pour 13 jours de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde pour les enfants de 3 à 15 ans, offert par la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui en a lancé le démarrage ce vendredi 23 novembre dans la commune d'Atekoubé. Cette campagne de vaccination gratuite va durer jusqu'au 5 décembre prochain. Les équipes de vaccination de Children of Africa seront aussi dans les communes de Yopougon, Cocody, Bingerville et Abobo pour vacciner au total 10 000 enfants. Conduisant elle-même sur le terrain cette nouvelle campagne de vaccination organisée par sa fondation, la commune d'Atekoubé, bénéficiaire à plusieurs reprises de ces actes de générosité, a redit sa reconnaissance à Dominique Ouattara.
Le chef de terre et doyen du village d'Atekoubé invoquant sur elle la protection et la bénédiction des ancêtres. Le maire ministre des Sports Claude Dao-Paulin accompagné pour la recevoir de son épouse. La petite Beda Fabiola, âgée de 8 ans en classe de CM1, au nom de tous les enfants bénéficiaires de cette campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde. Notre maîtresse nous a expliqué comment éviter cette maladie en nous donnant des conseils d'hygiène. Toujours bien se laver les mains avec du savon avant de manger. Au sortir des toilettes, et aussi bien laver les fruits et légumes avant de les consommer. Maman Dominique, à travers la fondation Children of Africa, nous savons que votre cœur bat pour nous, vos enfants. Merci maman, Nancy, Mokloa, Iniché, Ayoka. Grâce à des précédentes campagnes de vaccination organisées par Children of Africa, 74 000 enfants ont pu bénéficier du vaccin contre la fièvre typhoïde. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a félicité Children of Africa pour son aide appréciable à la santé publique en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde concernera 5 communes du district d'Abidjan. La présidente fondatrice de Children of Africa a expliqué le choix de ces 5 communes. À compter de ce jour et jusqu'au 5 décembre 2018, nos équipes se rendront dans les communes de Yopougon, Atekoubé, Abobo, Cocody et Bingerville. Notre objectif sera de couvrir les zones les plus précaires des quartiers qui sont exposés à la menace de cette maladie, c'est-à-dire Atekoubé Centre, Mossikro, La Djibi, Abobo Baoulé, Biabou 1 et 2, Jesco, Kossi-Kouan, Abata et Mbadon. Cette année, l'enjeu lié à cette action sanitaire est considérable, puisque l'on se souvient des ravages causés par les pluies diluviennes de ces derniers mois, particulièrement dans le district d'Abidjan. Ces intempéries ont malheureusement eu une forte incidence sur la santé de nos populations, notamment les enfants, et les ont exposés à des risques d'infection tels que la fièvre typhoïde. C'est donc pour prévenir cette maladie et protéger les populations les plus vulnérables que nous avons organisé cette caravane à Abidjan. Et comme les visites de la première dame de Côte d'Ivoire sont toujours des moments de joie et de retrouvailles, il y avait au programme des artistes, de nombreux dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs pour les cantines scolaires et les écoles, plus une enveloppe de 8 500 000 francs pour les populations d'Atekoubé, ont été offerts par la première dame de Côte d'Ivoire. Et vous le savez peut-être, depuis le 18 décembre 2014, Dominique Ouattara est nommée ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. C'est donc en sa qualité d'ambassadrice spéciale que le premier rapport de l'ONU-SIDA sur le dépistage du sida en Afrique de l'Ouest lui a été remis, ainsi que vous le voyez sur ces images. Le document lui a été remis officiellement par Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'organisation onusienne. Une césarienne est une intervention chirurgicale visant à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi utérine. Elle a lieu généralement quand l'accouchement par voie basse n'est pas possible. La technique existerait depuis 700 ans avant Jésus-Christ, mais la première opération connue et réussie en Occident l'a été en l'an 1500. Aujourd'hui, la pratique est maîtrisée et se fait même en moins de 30 minutes. En 2015, une naissance sur 5 s'est faite par césarienne de par le monde. En Côte d'Ivoire, dans les hôpitaux publics, environ 5% d'accouchements se font par césarienne contre 11% dans le privé. De quoi inquiéter la population pour qui certains praticiens en font une source de revenus. La pratique de la césarienne, nécessité ou business, c'est votre dossier de la mi-journée. Il est signé Ami Sissoko. L'époque où les femmes accouchaient généralement par voie basse et rarement par césarienne est-elle révolue? Accoucher par césarienne aujourd'hui est presque banal. La césarienne est une intervention chirurgicale qui consiste à faire une incision au niveau du bas-ventre de la parturiente pour extraire le bébé.
Les statistiques de la Direction de l'informatique et de l'information sanitaire du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique révèlent un taux de césarienne d'environ 5% dans les établissements publics en Côte d'Ivoire de 2015 à 2017. L'évolution de la médecine expliquerait l'augmentation du nombre de césariennes. Les techniques chirurgicales se sont améliorées, les techniques anesthésistes se sont également améliorées, d'où la césarienne pour éviter et réduire la mortalité maternelle et la mortalité également au niveau des bébés. Dans les cliniques privées, le taux de césarienne avoisine les 11% selon une étude dirigée par le médecin gynécologue Raphaël Madou-Oné sur 1500 parturientes. Depuis 1985, les normes définies par l'OMS fixent le taux de césarienne entre 10 et 15% dans un pays. La Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint les 15%. Et pourtant, la population s'inquiète. Ma belle-fille, on dit c'est césarienne. Et voilà ma fille encore. Elle aussi, c'est même chose césarienne. Actuellement, là, les accouchements, s'il y a 10 accouchements, il y a au moins 5 césariennes. Moi, dans ma famille, là, presque toutes les jeunes filles ont été césarisées. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe. Une femme qui a une pathologie maternelle, une hypertension, un diabète ou un placenta qui est bas inséré, qui peut entraîner une hémorragie à la naissance, on va programmer chez ces femmes-là une césarienne. Il existe 3 types de césariennes. Les césariennes programmées, d'urgence et de convenance. Les 2 premières ne se pratiquent qu'en cas de nécessité médicale. Le col de l'utérus, qui doit normalement s'ouvrir jusqu'à dilatation complète, ne s'ouvre pas. Et le travail traîne. Le travail traîne malgré les médicaments qu'on donne généralement pour faire lever l'obstacle, ça ne marche pas. Il faut rapidement poser une indication de césarienne. À côté des femmes qui subissent une césarienne par nécessité médicale, il y a celles qui choisissent par convenance, craignant les douleurs de l'accouchement. Elles déclarent aussi vouloir protéger leur périnée. Premier grossesse, il y avait un problème d'un enfant, il y avait un cordon sur son cou. Donc c'est ça qui a envoyé césarienne. Maintenant, deuxième là, c'est moi-même qui ai demandé césarienne parce qu'il ne voulait pas avoir mal. Et puis tout a été malade aussi. Quelles que soient les motivations, la césarienne peut entraîner de graves complications et être cause d'invalidité ou de décès. C'est souvent le cas lorsqu'elle est pratiquée en l'absence d'un plateau technique adéquat. On peut avoir des complications de type infectieux, on peut avoir des suppurations après les césariennes. La rumeur dit qu'une première césarienne en entraîne d'autres. Ce n'est pas une donnée humiliable, soutiennent les praticiens. Quand une femme accouche pour la première fois par une césarienne, cela ne veut pas forcément qu'elle va accoucher obligatoirement par une nouvelle césarienne. Mais si l'indication est en rapport avec une anomalie du bassin chez la dame, ça dit que la prochaine césarienne, le prochain accouchement va se faire forcément par césarienne. Une femme peut subir de 3 à 5 césariennes suivant son état, mais en respectant un délai d'1 an et demi à 2 ans avant de contracter une autre grossesse. La césarienne obéit donc à des critères, mais ceux-ci ne guident pas toujours le choix des praticiens, révèlent certains témoignages. Je partais dans une clinique. Là-bas, tout allait parfaitement bien. 7 mois après, le docteur me demande de faire une autre échographie. Je fais l'échographie, il me dit il faut que j'accouche par une césarienne. Je dis pourquoi je dois accoucher par une césarienne? Parce qu'il me dit non, parce que l'enfant est abalé de son cordon, donc je suis obligée de passer par une césarienne. J'ai demandé au docteur une autre échographie. Et il a refusé. Ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'il a été catégorique, quoi. Et je suis allée dans une autre clinique. Là-bas, je fais l'échographie. On me dit mon enfant est bien placé. L'accouchement peut être normal. Voilà. Et le jour de l'accouchement, j'ai accouché par voie basse. Oui, effectivement, j'ai eu ce genre de cas de patientes chez qui une césarienne avait été indiquée. Et lorsqu'elles sont arrivées, elles ont accouché par voie basse. Tout dépend du motif pour lequel la césarienne avait été indiquée. Le coût de la césarienne varie entre 300 000 et 1 million de francs CFA pour 3 à 4 jours d'hospitalisation dans les cliniques privées. Une somme importante, source d'abus. Ma belle-fille est venue pour son accouchement. On arrive au CHU, il n'y a pas place. Quelqu'un qui travaille au CHU, là, qui nous a dit d'aller à la clinique. Il a dit, monsieur, c'est combien? Il dit non, il ne connaît pas. Alors qu'il connaît, puisque le lendemain, je l'ai vu à la clinique. C'est là-bas qu'il travaille aussi. Les médecins s'en défendent.
Les honoraires sont les mêmes pour un accouchement et une césarienne. C'est vrai que les gens ont toujours le sentiment que c'est du business, mais ce n'est pas du business parce que les honoraires de maison sont pratiquement les mêmes. Pour nous, ce serait plus souhaitable que la dame accouche s'il n'y a pas de raison que de vouloir faire. Parce que faire déjà une césarienne, c'est déjà un coût, c'est déjà lui faire exposer à des complications post-opératoires. Je ne pense pas que ce soit pour un médecin, pour une affaire. Pour combien tu vas aller soumettre quelqu'un à ce genre de complications? Le fait est que dans les hôpitaux publics, un médecin ne perçoit que son salaire, quel que soit le nombre d'interventions pratiquées. En clinique privée, par contre, la césarienne, de même que l'accouchement, rapporte en moyenne 100 000 francs aux praticiens. Dans les hôpitaux publics, la subvention allouée aux kits d'accouchement et de césarienne par l'État est de 5 milliards de francs CFA par an. La valeur d'un kit d'accouchement, 7 600 francs, et pour la césarienne, en moyenne 60 000 francs. Ces kits doivent être fournis gratuitement aux parturientes. J'ai accompagné ma belle-sœur au CHUD. On devait lui faire une césarienne. On a dépensé presque 200 000. Parce que tant que tu ne donnes pas l'argent, ton malade n'est pas pris en charge. Et le gouvernement a décidé que la césarienne est gratuite, donc nous sommes dans cette politique-là de la gratuité des soins. Alors quelquefois on peut avoir des demandes de produits qui ne font pas partie des produits spéciaux parce que la patiente a un problème particulier. Dans ce cas-là, on peut être amené à faire une ordonnance qui peut compléter les produits habituels du kit gratuit. Les kits sont gratuits, mais le personnel médical prétexte des pénuries pour prescrire des ordonnances. En 2013, la disponibilité était autour de 41%. Et actuellement, cette disponibilité elle est supérieure à 80%. Il peut arriver dans tout ce qui est logistique qu'on ait des retards, mais ces retards n'excèdent pas un jour, une semaine. Les problèmes qu'on a en termes de disponibilité effective sur le terrain ne sont pas liés à la disponibilité au niveau central. De 2000 à 2015, selon l'OMS, le taux de naissance par césarienne a presque doublé dans le monde pour atteindre une naissance sur 5 ans. Pourtant, ce taux ne devrait pas dépasser 15% des naissances. Face donc à cette augmentation qualifiée d'épidémie, l'organisation a tiré la sonnette d'alarme et déclaré: la priorité ne devait pas être d'atteindre un taux spécifique, mais de tout mettre en œuvre pour pratiquer une césarienne chez toutes les femmes qui en ont besoin. Nécessité ou business, la césarienne ne devrait se faire qu'en cas d'utilité. Ami Sissoko, pour ce grand reportage que vous retrouverez dans nos éditions à venir et sur rti.ci. Les médicaments de qualité inférieure et falsifiés peuvent être source de dégradation de notre santé. Heureusement, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale veille au grain pour le bonheur des populations. Cette semaine encore, à Adjamé, au marché Roxy, vous le voyez là, elle a saisi environ 4 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés et d'une valeur de 160 millions de francs CFA. Le témoignage d'Ahmed Traoré et Abou Sanogo vous sera proposé ultérieurement. On va se divertir un peu dans ce 13h. À tous les férus et autres amateurs de jeux vidéo, sachez que la 2e édition du FEJA a débuté hier vendredi. Et pour les non-initiés, le FEJA, c'est le festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Il a lieu au Palais de la Culture de Trècheville. Pendant 72 heures, si vous vous y rendez, vous pourrez apprécier dans leurs œuvres les compétiteurs passionnés venus de plusieurs pays africains. Pierre Dipomelin et Didier Nguessan étaient sur place hier à l'ouverture du festival. 3 jours de festival, 9 tournois et à la clé 13 millions de francs CFA à gagner pour cette 2e édition du FEJA, Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Plusieurs pays africains participent à cette édition, notamment l'Égypte, le Nigeria et le Burkina Faso, autour du thème « Création d'emplois autour du jeu vidéo ». Pour nous, est de pouvoir montrer que le jeu vidéo a du potentiel, de pouvoir montrer que c'est toute une industrie qui existe derrière le jeu vidéo et qu'en Afrique, il est possible de pouvoir faire du jeu vidéo et gagner sa vie. Pour l'instant, on est content de voir l'engouement des jeunes, de voir l'engouement des familles qui accompagnent leurs enfants pour venir participer au tournoi. Plus qu'un simple divertissement, le jeu électronique est devenu une véritable industrie. À cette cérémonie d'ouverture, les jeunes ont été instruits sur les métiers qu'offrent les jeux électroniques. Il y a les métiers de la création, ce sont les studios qui font les jeux. Il y a les métiers des éditeurs qui commercialisent les jeux. Il y a les métiers de la formation et de l'information. Il y a les métiers de la compétition. Et la création,
les métiers phares, c'est programmeurs, c'est graphistes, infographistes et game designers. Street Fighter, FIFA, Tekken ou Naruto sont en autres les jeux retenus pour la compétition. Mes attentes pour ce tournoi, c'est d'abord de donner tout pour essayer de ramener la coupe au Burkina. Et ensuite, c'est de me faire connaître surtout. Mais on veut juste faire du bon jeu, rencontrer la communauté ivoirienne et représenter le pays. Les jeux vidéo ne sont pas nécessairement une perte de temps, qu'il y a une portée pédagogique derrière. Depuis la conception, la production, la commercialisation jusqu'aux compétitions professionnelles, l'industrie du jeu électronique est loin devant l'industrie musicale et cinématographique avec plus de 69 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2018. On va conclure ce journal avec l'actualité en RDC, où 2 poids lourds de l'opposition ont décidé de créer une nouvelle union en vue de la présidentielle du 23 décembre. L'UDPS de Félix Tshisekedi et l'UNC de Vital Kamerhe ont scellé hier soir à Nairobi au Kenya une alliance inédite. Vital Kamerhe se désiste au profit du chef de l'UDPS, mais sera son premier ministre en cas de victoire. Les 2 hommes marchent désormais main dans la main et pour une période de 10 ans. La campagne a débuté le 22 novembre. Doit prendre fin le 21 décembre à minuit, 2 jours avant les élections présidentielles, législatives et provinciales à un seul tour. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis, merci de votre confiance à notre antenne.